Bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors cette semaine, comme on l'a annoncé, ce débat tant attendu sur la crise du logement à Longueuil. Émission spéciale, il y a pas mal de monde dans le studio. J'ai dit d'ailleurs à mes invités d'enlever une couche ou deux parce qu'il risque de faire chaud. Pas parce que les gens s'entendront pas puis qu'on va chicaner, mais parce que c'est une question à la fois importante, mais aussi très complexe. On le sait, du côté du Canada, on parle de 1,5 million de logements qui manquent au Québec. Il en manque beaucoup aussi, à Longueuil aussi. Et ça a été assez long avant que le gouvernement de la CAQ de François Legault reconnaisse qu'on a bel et bien au Québec une crise du logement. Bon, on aura Charlie Dorismont là, qui a accepté une pré-entrevue avec notre journaliste Benoît Normand qui est avec nous en studio. Alors, Charlie Dorismont va nous expliquer ce que, comme député de la région, bien sûr, et de la CAQ fait par rapport à cette crise-là. Mais on a beaucoup de monde que je vous présente à l'instant. D'abord, Nathalie Delisle, conseillère municipale. Bonjour. Bonjour, Jacques. On va vous donner un micro. Alors, vous êtes conseillère municipale arrondissement Saint-Hubert, ville de Longueuil, responsable de la vie communautaire, de l'habitation, patrimoine, de la jeunesse au comité exécutif de la ville de Longueuil. Vous présidez également le comité consultatif d'urbanisme de Saint-Hubert, comité d'études des demandes de démolition d'immeubles. Gros mandat. Oui, tout à fait. Alors, on prend l'habitation à cœur. Ben oui, absolument. Alors, merci d'être là. J'ai Marie-Claire Metlard aussi, que je connais. On s'est déjà rencontrés, Marie-Claire. Bonjour, Jacques. Oui, absolument. Directrice générale de Habitation communautaire Longueuil. Attends, je vais juste te corriger. Bonjour, mon nom c'est Marie-Claire. Je suis la directrice générale de l'entraide chez nous, un organisme communautaire première ligne dans Pourquoi? Sacré-Cœur. Ils m'ont pas donné les bonnes informations. Mais non, mais Jacques, j'ai le privilège d'être la présidente du conseil d'administration d'Habitation communautaire Longueuil. C'est ça ma passion. T'en as trop de chapeaux. En fait, j'ai les meilleurs chapeaux. Ah, les meilleurs, c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on fait. va voir. Bien content que tu participes à notre émission. Ça me fait plaisir. Ça va être super intéressant. Réal Bray aussi, Société locative d'investissement de développement social solide. Là, je me suis pas trompé. C'est à peu près ça. Ah, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Merci, oui. Réal, d'être là. C'est ça. Ben, nous, contents d'être là pour justement défendre le logement social. C'est ce qu'on fait depuis plus de 30 ans là, déjà. Alors, oui, c'est important. Oui, tout à fait. J'ai Guillaume Pilon aussi. Il est là, Guillaume. Ben oui, bien sûr. Tantôt, je me suis mêlé entre deux invités, mais ça va se placer. Ne vous inquiétez pas. Qui est aussi directeur du développement Habitation Rive-Sud. Oui, exactement. Merci, Guillaume. Vous vous intéressez à ça, vous, la crise du logement? Entre autres, oui. Ouais. On est tous concernés. Ah oui, absolument, absolument. Alors, vous allez nous dire un peu plus tard comment vous abordez la question et qu'est-ce que vous proposez pour la résoudre. Marco Monzon, directeur général Comité Logement Rive-Sud. Bonjour, Marco. Bonjour, Jacques. Un habitué. T'es déjà venu à quelques reprises à Franchement les Tourneaux. Ouais. Toujours agréable d'être là pour parler des enjeux de logement. Tout à fait. Et on va l'aborder. La façon dont on va fonctionner, c'est assez simple, cher public, c'est que je vais demander à chaque intervenante, peut-être pendant 3-4 minutes, de faire un état de situation à partir de leur organisation, ce qu'ils représentent de cette situation-là. Après ça, on va écouter Charlie Dorismont qui nous a donné la pré-entrevue. Je vais commencer avec vous, Madame la conseillère municipale, pour peut-être nous mettre la table. Comment à la ville de Longueuil, on aborde la question de la crise du logement? Bien, il faut savoir là, que c'est vraiment une préoccupation importante de notre administration. Alors, on a lancé en 2023 notre stratégie en habitation avec Catherine Fournier. Alors, nous avons mis des actions, des objectifs également, dont, entre autres, accueillir à terme 20 de logements locatifs à but non lucratif là, sur le territoire. Et on voit déjà, là, depuis 2023, là, des hausses au niveau de la ville de Longueuil et de beaux projets là, levés de terre, là, dont celui de Marie-Claire, là, qui est en branle depuis quelques mois. Alors déjà, nous, c'est important, on y croit à la ville de Longueuil, on donne les outils, on consulte également, là, que ce soit les promoteurs, la population. Il faut savoir là, qu'on a fait un sondage léger il y a quelques mois et sur les 20 thèmes, alors l'habitation était numéro 1 pour les préoccupations des citoyens de Longueuil. On parlait de 16 de la population qui disait c'est vraiment notre priorité numéro 1. Alors, on a entendu la population et on met des actions en place. Là. Et moi, je siège entre autres également là, sur la CMM, sur la Commission de l'habitation et de la cohésion sociale. Catherine est membre également, là, présidente du comité de l'UMQ sur l'habitation. Alors, on prend toutes nos ressources et tous les gens avec qui on peut parler là, pour mettre en branle là, notre stratégie d'habitation et faire en sorte là, que la ville de Longueuil soit prospère au niveau du logement à but non lucratif.
Je t'ai oublié, Nicolas Tremblay, je m'excuse. Non, ça va. Mais là, je vais te donner la parole. Parfait. En deuxième, Je me demandais. t'es conseiller en planification stratégique à l'Office de l'habitation de Longueuil. Exact. Alors, de votre côté, c'est quoi l'état de situation de votre point de vue par rapport à la crise du logement à Longueuil? Oui, ben en fait, j'ai la chance de porter un peu deux chapeaux parce que oui, je travaille à l'Office d'habitation de Longueuil, mais je suis aussi sur le conseil d'administration de Réside H, qui est un nouvel organisme à but non lucratif d'habitation où on veut travailler justement avec la ville dans la stratégie d'habitation par rapport à la stratégie d'habitation, mais avec d'autres partenaires, que ce soit au niveau privé ou d'autres développeurs qui font du logement social ou abordable, pour retirer des unités du marché privé, augmenter en fait le nombre d'unités qui sont hors marché. Je pense que c'est ça un peu le défi, que ce soit en construisant avec des nouvelles constructions, on reparlera plus tard là, du projet Mission Unité Aînée, ou en faisant de l'acquisition aussi d'immeubles puis de la revalorisation. C'est vraiment là, le projet qu'on a avec Réside H. Puis au niveau de l'Office d'habitation, bien, vous savez, c'est sûr qu'on la ressent, cette crise du logement-là, on la ressent chaque jour. Nos listes de requérants augmentent. On veut augmenter notre nombre d'unités parce qu'on est limité avec le nombre d'unités qu'on a actuellement et les demandes explosent. Donc, c'est vraiment ce qu'on ressent. J'aimerais ça pour le public qui nous écoute, qui sait qu'il y a une crise du logement. Mais tu sais, quand tu parles de la notion de hors-marché, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bien, la notion d'hors-marché, c'est qu'il y a des logements dans le marché privé. C'est les logements que vous voyez sur Kijiji, sur Marketplace. C'est les logements qu'on a accès, qu'on peut louer à des propriétaires privés. Et les logements hors marché, c'est plus tout ce qui est logement abordable, des coops d'habitation, etc. Donc, je pense que dans la stratégie d'habitation de la Ville de Longueuil, c'est vraiment ça, c'est d'augmenter ce nombre d'unités-là, d'avoir plus de logements abordables, de logements sociaux, de coopératives d'habitation, bien, plus de projets qui coûtent moins cher à habiter dedans, donc qui sont en adéquation avec la capacité des gens de payer parce que les prix augmentent, explosent à Longueuil particulièrement depuis quelques années. Et on le voit, bien, ça affecte l'itinérance, ça affecte, ça crée d'autres problématiques, en fait. Oui, on reviendra sur cette question-là d'hors-marché puis des proportions. Je sais que l'offre de logement en général, elle est très, 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 très privée, peu hors marché. J'aimerais ça qu'on vienne un peu plus loin. Mais on va poursuivre notre tour de table. Marco Monzon, si on parle de la crise du logement, de la crise d'habitation pour les groupes de locataires. Oui, mais la crise du logement, au début, on parlait beaucoup des taux d'inoccupation, donc le nombre de logements disponibles. Puis une chose qui est importante à savoir, c'est que la crise a évolué dans le temps. Aujourd'hui, on parle plus d'une crise d'abordabilité parce que dans les derniers mois, ce qu'on a vu, c'est que les taux d'inoccupation se sont stabilisés, mais le mal est fait. Puis pour les locataires, ça voulait dire depuis les 6 dernières années, là, nous, on identifie le début de la crise à l'automne 2018. Depuis les 6 dernières années, ça a été faire face, par exemple, à des augmentations qui dépassent largement les revenus, le prix général. Ça veut dire des rénovictions, des pratiques où ce qu'on voyait des propriétaires reprendre des logements, dire qu'on va faire des rénovations, mais le but vraiment, c'était de profiter de cette durée vers l'or d'explosion des coûts des loyers. Ça a été toutes sortes de pratiques aussi malhonnêtes. Dernièrement, ce qu'on a vu, c'est des propriétaires des gens qui se spécialisent dans l'achat d'immeubles, mettre les gens dehors puis les revendre avec un profit. On entend dans les nouvelles, c'est beaucoup ça. On a parlé des augmentations de loyers qui dépassent de beaucoup, qui ne s'expliquent pas nécessairement par l'augmentation des coûts d'exploitation, qui ne s'expliquent pas par les indices de la régie, mais qui s'expliquent parce que le logement au Québec est essentiellement une marchandise et non un droit. Puis c'est ça le problème actuellement, c'est qu'on a trop, tu viens de le mentionner, on le voit trop comme une marchandise et non un droit. Puis, permets-moi de terminer aussi, dans le débat public actuellement, on fait souvent l'amalgame immigration et logement. Puis je pense que c'est important de remettre les pendules à l'heure aussi par rapport à ça, parce que la crise du logement, elle a commencé avant que l'immigration qu'on appelle massive entre. Puis ce qu'on identifie comme les causes de cette crise, mais c'était le sous-financement chronique du logement social, on ne peut pas le contredire, c'est un fait. Le manque de planification à long terme, on a vu que souvent, c'est des horizons de 4 ans pour les différents paliers de gouvernement. C'est aussi l'absence de régulation efficace. Si les loyers ont augmenté, si les gens ont été mis dehors pour faire du Airbnb, pour faire du condo, c'est parce qu'il n'y avait pas de réglementation capable de protéger les locataires. C'était la spéculation immobilière, je viens de le mentionner, les gens qui se spécialisent à mettre les gens dehors, différentes pratiques abusives, puis
ce genre de choses-là. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'une des dynamiques là-dedans, c'était la dynamique du marché qui a fait qu'on a traité le logement comme une marchandise et non comme un droit. On a plus pensé finance, on a moins pensé empathie dans les dernières années, puis on se retrouve dans la situation qu'on est à cause de ça. Oui. Si je me tourne vers toi, Guillaume Pilon, tu es directeur du développement habitation Rive-Sud, donc vous êtes un promoteur privé en construction. Quand tu entends ça, comment du côté du privé, on aborde la question de la crise du logement d'une place comme Longueuil? Premièrement, le côté humain. Tu sais, a un impact avant tout. C'est pas juste le fait de bâtir pour bâtir. C'est sûr qu'il y a une ouverture d'esprit. Puis même au niveau de la clientèle aussi, les requêtes, les besoins ont changé. Tu sais, même si les gens agitent, le stress, l'impact de la société se ressent. Donc, leurs besoins sont différents, sont plus comme avant. C'est plus à l'emporte-pièce, on met des extras. Mais ça, c'est le côté monétaire, on s'en fout. Mais le côté humain, les gens achètent beaucoup moins. Pourquoi? Parce que les besoins ont changé. Puis comme il y a tellement besoin de tout, les gens aiment mieux rester souvent en appartement. Souvent, il y en a que j'encourage vraiment de prendre leurs parents, les grands-parents avec eux. C'est le côté humain, comme familial aussi, qui va embarquer, là. OK. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, exactement? Vous êtes promoteur, tu construis des bungalows, des Moi, logements? je construis des maisons, je vais jusqu'à 5 portes. OK. Jusqu'à 6 portes, si je veux. OK. Et c'est du privé, évidemment. Tu entendais tantôt qu'il disait qu'il faut sortir du marché privé le plus possible. Là, vous autres, vous êtes vraiment dans l'offre privée. Exact. OK, tout à fait. Est-ce que du côté de Marie-Claire McLeod, on aborde la question de la crise du logement depuis plusieurs années à Longueuil? Oh mon Dieu. Alors, comme vous savez, ça fait 25 ans que je suis à l'entrée de chez nous. Ah oui? Alors, oui, je suis une vieille de vieille, là. Et je travaille dans un quartier extrêmement en difficulté. Je vais vous dire que moi, c'est ce qui m'a donné ma passion pour le logement social et communautaire. Comme quoi, ça l'est la réponse. Il faut donner un endroit sécuritaire pour que les gens reprennent leur santé. Si on veut que les gens participent à la société, on doit avoir une place sécuritaire. Alors, comme je vous dis, moi, j'ai marché ces rues-là. Je les connais par cœur, les rues, là, dans C'est mon quoi quartier. quand tu parles de ton secteur? Moi, je fais là? de Gentilly à Robertval, de Roland-Terrien à Chemin-Chambly. C'est mon rectangle. On travaille le quartier des Ormeaux, qui est un des quartiers les plus défavorisés de l'agglomération, si de pas la Montérégie. Alors, vraiment, on est dans un quartier extrêmement en difficulté. Les gens ne restent pas dans notre quartier, alors ils ne s'enracinent pas, alors ils ne participent pas au milieu communautaire, ils ne participent pas au milieu associatif. C'est tout ça, là. Pour que tu sois en santé, il faut qu'il y ait plus que juste que... Il faut manger, il faut dormir, puis il faut pouvoir aller à l'école en sécurité, il faut pouvoir que les mamans jouent dans les parcs avec leurs enfants. C'est tout un ensemble. Vous parlez d'humain, vous avez totalement raison. Moi, je suis une passionnée. Il faut socialiser le parc locatif. Parce que le parc locatif, dans ton coin, des Ormeaux, tout ça, c'est privé, là. C'est privé. Des compagnies à numéros, là. C'est incroyable. Je vais vous dire... c'est ça. Moi, je les connais, comme je vous dis. Je ne vous nommerai pas d'adresse, mais je les connais par cœur parce que je y suis allée. Je me suis dit, gars, là, si tu veux savoir ce qui se passe, vas-y. Quand je rentrais dans des appartements puis il y avait de la moisissure à moitié du mur, est-ce que j'aurais laissé mon enfant là? Jamais. Alors, c'est pour ça que j'y travaille si fort. Mais je suis une passionnée du logement social et communautaire. Je crois que c'est une des réponses. Il faut vraiment y travailler. Il faut trouver une façon de socialiser le parc locatif. Il faut qu'il y ait un pourcentage dédié à cette problématique. Quand tu rentres dans un appartement là, où il y a de la moisissure, ils payent combien, ces gens-là? Bien, ça aussi, je vais vous dire, là, OK. Moi, quand j'ai commencé dans le quartier, là, un 3,5, 4,5, 5,5, c'est à 100 $ la pièce. OK? Un 3,5, 350, un 4,5, 450. Il y a 25 ans. Tu sais, des adresses que je ne vous nommerai pas encore, mais des quartiers, des rues qu'on connaît. Hey, sur ma rue, pas à 2 rues de l'entrée de chez nous, un sous-sol qui était 600 $ est rendu 1700 $? Come on! Combien? Vous savez comment qu'une personne fait sur l'aide sociale par mois, une personne régulière? 770 $ par mois. Vivez-vous avec 770 $? Moi, je suis pas capable. Ben, alors, comment on fait pour... Il faut trouver une solution parce que, comme je vous dis, les gens ont besoin d'être en santé pour participer à la société. Quand on va... Parce que je me rappelle, en 2022, tu es venu à ce micro, puis c'était la crise du chemin Roxham, puis je vais faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, et tu m'avais dit, beaucoup de gens qui sont entrés par le chemin Roxham sont parqués littéralement à 4-5 familles derrière la place des Ormeaux. Le surpeuplement aussi, c'est un enjeu qu'on n'avait jamais vu. Moi, j'avais jamais entendu parler de 3 familles dans un 5,5. Imaginez comme j'en fais... Puis c'est pas réglé, ça, là. Ben, pas du tout, j'en ris, mais j'adore ma sœur, mais je vivrai jamais avec. Imaginez 3 cultures de parents. Non, mais c'est vrai. C'est que ça amène une densité négative dans le quartier. Ça veut dire que la police est appelée plus souvent. Ça veut dire que les intervenants... Tu sais, c'est un cercle d'une... C'est vicieux, là. Il faut trouver une façon d'arrêter, de bloquer ça.
comme vous Oui. dites, tu sais, l'affaire du domino, je l'ai donné tantôt, là, mais tu sais, quand on était jeune, on louait un appartement, on avait un chum, on louait un appartement plus grand, on s'achetait une petite maison. On n'est plus là. On n'est plus Ben là. là, on est bloqué. On Le est plus domino ne tombe plus. On n'est plus là. Du côté de Solide, Réal Bray, Oui. c'est quoi Solide? Solide, c'est une entreprise à but non lucratif qui achète des immeubles pour les sortir du marché privé, en fait du logement social, construit des immeubles aussi. On a construit au cours des années, ça fait plus de 30 ans que Solide existe. Au début, il y a eu beaucoup de construction, c'était avec le programme Excelogie, qui est un programme qui avait quand même une bonne flexibilité, là, puis qui permettait justement de développer beaucoup plus de logement social. Aujourd'hui, le programme qui existe, c'est le FAC qui a beaucoup moins de flexibilité, puis tout, il y a certaines lacunes par rapport aux groupes qui veulent développer du logement social. Mais par contre, bon, il existe quelque chose, puis on essaye de fonctionner avec. Solide, aujourd'hui, on a un peu plus que 1000 unités de logement dont on fait la gestion et tout ça, un peu partout à travers le Québec. Quand tu parles, mettons, vous achetez, là, il y a un duplex, un triplex à vendre, là, demain matin. Là. Donc, vous autres, vous êtes acheteurs. C'est-à-dire qu'on était acheteurs. Ah? Parce qu'on traverse une crise économique là, qui nous touche particulièrement. Parce que les prix montent? Parce que pas seulement que les prix montent, on subit, à cause de la spéculation de l'immobilier, OK? L'évaluation de nos immeubles augmente. Les taxations ont augmenté. Ah. Alors, quand tu augmentes ton évaluation qui augmente de 20, 25, 30 % à cause de la spéculation, tu payes des taxes sur ces choses-là aussi. Puis nous, on essaie de maintenir les prix les plus bas. Donc, OK. OK, non, mais c'est bien que tu le mentionnes parce qu'on reviendra peut-être dans la deuxième partie de l'émission, le rôle de la ville, l'enjeu des taxes, effectivement, c'est pas anodin. Jean-Yves me fait signe que si on veut écouter Charlie Dorismont qui a donné une pré-entrevue à notre journaliste Benoît, on fait ça là, on va à la pause, puis après ça, on va réagir à l'entrevue avec Charlie. Bien, la question du logement, premièrement, c'est un enjeu fondamental qui touche l'ensemble de la population québécoise. C'est pas juste à Longueuil. Je pense que la crise du logement est forte un peu partout. Nous, on a décidé de l'affronter de façon innovante, première des choses, avec le programme FAC qu'on a réformé. On a eu aussi l'adoption du projet de loi 65-31 qui amène une accélération et une augmentation de l'offre de logement. Avoir accès à un logement de qualité, adapté, abordable, bien situé aussi, ça c'est un enjeu, mais c'est important. C'est une question de dignité, de bien-être et de qualité de vie pour la personne. C'est sûr que moi, j'ai fait plusieurs annonces dans Marie-Victorin, donc je me considère choyée et chanceuse. Il y a eu l'hébergement l'entre-deux, 7 logements sociaux pour les femmes vivant avec un problème de santé mentale. Il y a aussi la phase 1 de Saint-Roch et la phase 2 de Saint-Roch qui vient de l'Office de l'habitation. C'est l'Office de l'habitation qui a déposé ce projet-là. C'est 2,2 millions pour accélérer la réalisation de 43 logements et 36 logements sociaux et abordables pour les personnes aînées autonomes. Mais là, qu'est-ce que vous avez fait justement pour accélérer puis aider Bien, ce c'est ça, processus-là? on rencontre la ville, puis on discute pour les délais de permis, mais tu sais, la ville a ses propres enjeux aussi. Là. Moi, je ne suis pas à la ville. Fait que, dans le fond, eux, ils ont leurs propres enjeux. Puis il y a toutes les responsabilités de chacun. Là. Il y a l'Office de l'habitation, il y a les organismes communautaires qui doivent faire la demande du projet à la CHQ. Des fois, la CHQ peut dire, bien là, vous ne répondez pas à certains critères, il faut que vous retournez sur la planche à dessin. Fait que, tout ça amène une lourdeur bureaucratique qui fait en sorte que c'est plus long, ça prend plus de temps. Mais, nous, on est là comme pour trouver une solution. Puis est-ce qu'il y a trop, parce que de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'entités donc, qui prennent des décisions sur le logement. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie? Est-ce que c'est compliqué? Bien, la lourdeur. Il y a autant au niveau fédéral, provincial, municipal. Est-ce que tout ça fait en sorte que c'est ça qui ralentit, puis qui cause des problèmes, puis qui cause cette crise du Moi, logement? je crois que oui. Moi, je crois que oui, parce que chacun a son entité. La ville a son entité, l'organisme communautaire aussi, elle a un CA. Des fois, on veut faire des annonces, mais on ne peut pas faire d'annonces parce qu'il faut que ça passe au CA avant.
OK. On respecte les règles, mais tout ça, ça fait que, oui, c'est plus lourd. Est-ce que c'est pour ça qu'on a l'impression que ça a pris du temps? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça a pris du temps pour le gouvernement d'avoir réagi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait qu'il y a des entités qui font en sorte qu'on a l'impression que ça a pris du temps? Il y a ça comme qui prend du temps, mais avant, quand on est arrivé en 2018, il y avait le programme Accès-Logis. Le programme Accès-Logis, on y a mis fin en 2022. Fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, les projets restaient bloqués pendant 10 ans. Ça l'avançait pas. Puis le délai moyen, là, quand tu déposes un projet, puis le démarrage de projet, c'était 4 ans. Là, maintenant, avec la réforme du programme FAC, c'est 2 ans. Là, je vous donne un chiffre, là, 1400 unités en 2 ans. Mais ça, c'est des décisions des anciens gouvernements précédents. Ça, c'est vraiment... c'était 15 000 logements promis qui n'avaient pas été livrés là, quand on est arrivé au pouvoir. Et la Ville a espoir d'ici 2041 de construire 30 000 logements sans but lucratif. Est-ce que c'est réaliste et réalisable, selon vous? Bien, je crois que oui. Je crois que oui, en mettant la main à la pâte, en faisant en sorte que, si eux, ils en font une priorité, mais nous, on va en faire une aussi. Puis je pense qu'à date, qu'est-ce que je vous ai énuméré, en tout cas, juste dans ma circonscription, puis on est plusieurs à Longueuil, là, c'est l'agglo maintenant, je crois qu'on va de l'avant pour que ça soit réalisable. Puis, il ne faut pas oublier non plus le volet privé, on a aussi la chance d'avoir des personnes conscientes de la crise, puis de faire des logements rapidement, de savoir que le Fonds Solidarité FTQ embarque pour convaincre, pour contrer la crise de logement. Fonds d'action, ça c'est les syndicats CSN. Desjardins participent à ça aussi, là. Fait que, dans le fond, c'est tout le monde met la main à la pâte pour affronter la crise de logement. Puis je pense que c'est ça la clé, c'est de travailler ensemble. Puis l'enjeu des loyers, qu'est-ce que vous... Parce que là, on sait que les loyers, ça augmente. On sait que les hypothèques augmentent. Qu'est-ce que la CAQ peut faire pour aider ça? Le projet de loi qui a été adopté, il y en a 2. Il y a le projet de loi 65. Lui, moi, j'ai beaucoup d'aînés dans ma circonscription. Il améliore la protection des aînés en abaissant l'âge. On est passé de 70 ans à 65 ans. On a augmenté aussi le seuil de revenus admissibles qui était maintenant, il est à 40 000. Avant, c'était plus bas. Fait que donc, on imagine de toucher 36 000 ménages supplémentaires qui vont bénéficier de la PSL. Puis l'autre, c'est le projet de loi 31 qui renforce la protection des locataires en resserrant les règles entourant les évictions, en opposant des nouvelles obligations aux propriétaires en matière d'information et encadrer mieux les hausses de loyers pour les logements neufs. Il introduit aussi des mesures pour accélérer la construction des nouveaux logements. Puis c'est vraiment grâce à cette loi que les municipalités disposent désormais les pouvoirs exceptionnels pour autoriser le plus rapidement les projets d'habitation, notamment dans les secteurs où il y a une inoccupation inférieure à 3 %. Fait que tout est interrelié, mais pour la crise de logement, pour accélérer tout ça, il fallait refaire des changements pour innover puis accélérer les choses. Merci beaucoup. Alors, Simon, député de Marie-Victorin, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Oui. Alors, Benoît, merci. Tu veux faire une précision quand même, rapide? Oui, pour les logements, parce que l'objectif de Longueuil, c'est de faire 30 000 nouveaux logements d'ici 2041, avec un pourcentage, donc de 20 % de logements sans but lucratif, parce qu'on parlait des marchés, des logements hors marché. Donc, OK, c'est bien de le préciser. Oui, exact. Okay. Nathalie, tu voulais réagir à Mme Dorismont? Oui, tout à fait. Bien, dans notre stratégie d'habitation, bien entendu, on veut augmenter l'offre de logement sur le territoire, mais on a des outils pour ça. Alors, en réduisant les freins et les obstacles, là, on parlait de la bureaucratie à la construction résidentielle, ça fait partie des objectifs là, qu'on a à la Ville. On veut stimuler le développement immobilier. Il faut savoir que Catherine a fait de sa priorité numéro 1 l'habitation. Là. Elle a été invitée là, dans la démarche Bloomberg là, avec l'Université Harvard il y a quelques mois pour faire une démarche avec eux. Alors, elle a été invitée, une des premières
mairesse québécoise à être invitée sur ce palier-là. Et on a présentement un comité à la Ville de Longueuil avec des intervenants du milieu. Alors, on a comme objectif d'éliminer complètement les délais de prise en charge des dossiers, l'approbation des projets de construction sur notre territoire dans l'année 2025. Alors, on travaille avec des comités à la Ville, avec des experts. On travaille en comité avec Ville Promoteur également, avec les promoteurs qu'on a rencontrés dans les derniers mois aussi. On a eu des mises en chantier en 2024 de 335 nouveaux logements à Longueuil. Et en 2025, on en a déjà 474 dans les plans. Et normalement, pour atteindre notre objectif, c'est 492. Alors, on a presque déjà atteint notre mise en chantier là, au niveau là, de Longueuil. Alors, c'est vraiment, pour atteindre nos objectifs, là, c'est vraiment très, très bien parti. Et présentement, dans les cartons, il y a 2247 logements en démarrage qui s'en viennent, qui sont dans les cartons de la Ville. Alors, des projets comme ceux de Marie-Claire, des projets comme Mission Unité Née, là, qui va être en opération là, en 2026 là, sur notre territoire aussi. Là. Oui, Marie-Claire, avant qu'on aille à la pause et à la pause nouvelle, tu voulais réagir, toi, à l'entrevue de Mme Dorismond? Bien, je vais vous dire, là, on le sait tous, hein, c'est longue haleine, le mot construction de logement social et communautaire. Je vais vous dire, comme je vous le savez, ça fait 15 ans que je suis la présidente du conseil d'administration d'Habitation communautaire à Longueuil. Ça n'a aucun bon sens, ça non plus, mais ce que je vous dis, c'est que oui, les changements de programme, là, les adaptations aux changements de programme, en perpétuel changement, puis je vais vous dire que j'en suis dans un dossier en ce moment, que il y a un an, on était à une place, mais là, un an plus tard, on est encore ça change ça à tous les niveaux? C'est juste le gouvernement provincial, c'est les au villes? Provincial. Honnêtement, le soutien qu'on a au niveau municipal, il est sans pareil en ce moment. J'ai jamais vu ça. Comme je vous dis, encore là, ça fait longtemps que je fais ça. Mais au niveau provincial, les changements de programme font qu'on est obligé de s'adapter. Les montages financiers sont absolument incroyables. On est obligé de continuellement s'adapter aux formulaires. Je vous dis, là, je me bats en ce moment pour une partie d'un de mes projets et mes rencontres avec la SHQ, puis c'est vraiment très difficile. On a beaucoup d'instabilité. C'est le mot que je vais nommer. OK. J'aimerais ça, après la pause, qu'on revienne à cette histoire d'accès logis. Moi, je me rappelle de vous avoir quand même entendu à certaines reprises rappeler que c'était pas une bonne idée d'abolir accès logis. J'ai déjà eu le frappru Véronique Laflamme qui est venue expliquer ça à mon micro. Elle parle de fac. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vient faire dans le décor? Ça a l'air de raccourcir les délais. Elle nous disait, avant, ça prenait 4 ans, maintenant, ça prend 2 ans. Je vais vouloir vous entendre là-dessus quand on va revenir. Puis, on va aborder, évidemment, tout le reste de la problématique après cette pause et ce petit téléjournal. On est de retour à Franchement les Tourneaux dans ce débat sur la crise du logement à Longueuil. Peut-être rapidement pour le public qui vient de se joindre à nous. Nicolas Tremblay, qui est conseiller planification stratégique, Office de l'habitation de Longueuil, qui est avec nous. Nathalie Delille, qui est conseillère municipale arrondissement Saint-Hubert-Ville de Longueuil. Il y a Réal Bray aussi, Société locative d'investissement et de développement social solide. Marco Monzon, qui est directeur général du comité logement Rive-Sud. Il y a aussi, je veux pas l'oublier, mais ça, il m'en manque un, là. Ah, il manque toi. Non, mais ça donne bien, c'est avec toi que je voulais revenir. Notre ami Guillaume Pilon, directeur du développement habitation Rive-Sud, promoteur privé en construction de maisons neuves individuelles. Quand t'entends tout ça, puis t'entends l'entrevue que Mme Dorismond nous a donnée, l'idée, c'est pas de faire privé contre public, offre de logement abordable versus le privé, mais comment le privé peut contribuer dans un contexte comme celui-là à répondre à cette crise-là, qui n'est pas juste une crise de logement social pour les plus démunis, mais qui est aussi une crise pour la classe moyenne? Comme ça a été mentionné tantôt, il y a plusieurs nouveaux comités qui ont été mis en place à la Ville de Longueuil. Nous, on y participe. OK. Fait que c'est bien de... Il y a un échange. La Ville est très, très à fond, collabore beaucoup. Il y a un beau changement avec les années qui s'est fait. Donc, ça construit, on écoute. Mais tu sais, le but en même temps, c'est pas juste de bâtir pour bâtir, c'est de laisser un héritage aux prochaines générations puis à la ville. Fait que tu sais, le but, c'est vraiment d'analyser qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui peut être un impact positif pour la ville. Donc, nous, on est à l'écoute, on travaille beaucoup avec eux, puis on est content de coopérer. Souvent, on va entendre du côté du privé que c'est compliqué, avoir des permis, les délais, tout ça, des vieilles maisons, les remplacer par du neuf. Comment vous vivez avec tout ça? C'est souvent que c'est si compliqué? Il y a certaines études qui sont faites, oui. Et en même temps, c'est sûr qu'il faut, comme je disais tantôt, il faut respecter le quartier, parce que sinon, ça devient le chaos. Fait que, non, c'est... Encore une fois, comme je disais, la ville coopère beaucoup.
ils sont à l'écoute. Donc, c'est main dans la main que ça se fait. Ça se passe bien. Excellent. Réal Bray, je veux revenir parce que tu as mentionné tantôt, puis Mme Dorisma en a parlé. Là, on a parlé du fameux programme Accès Logis. Je sais, du côté des groupes de locataires puis les gens qui interviennent dans le milieu pour le développement du logement social, on a été très critique de l'abolition d'Accès Logis. Puis là, Mme Dorisma a dit on a remplacé ça par FACT, qui est un autre projet, puis ça a l'air plus efficace quand on l'entend. Elle dit avant, ça prenait 4 ans avant d'avoir des autorisations. Maintenant, on a réduit les délais. Comment tu réagis par rapport à ça? Puis peut-être nous expliquer les différences. C'était quoi Accès Logis, puis c'est quoi le nouveau programme? Je réagis mal à sa définition qu'elle donne. Disons qu'Accès Logis, à l'époque, c'était un programme qui finançait à hauteur de 50 par le gouvernement du Québec le développement de logement social. OK. C'était des unités qui, dans un immeuble, il y avait 50 des logements qui avaient des subventions, des PSL qu'on appelle, et l'autre 50 était du logement qu'on pourrait dire plus abordable, là, à 80 du loyer médian du marché. Ce programme-là fonctionnait très bien. Mais à travers les années, c'est un programme qui n'a jamais été... on n'a jamais augmenté les subventions du gouvernement, réajusté ça. C'est toujours resté à la même... C'est toujours resté à la même hauteur. Donc, finalement, le gouvernement... à la fin du programme, finançait à peine 30 mais souvent même à cause de l'augmentation des coûts. À cause de l'augmentation des coûts, effectivement. Puis ça. Donc, c'était les groupes, les GRT ou les groupes porteurs de ces projets-là qui devaient trouver un autre montage financier pour pouvoir réussir à faire lever de terre les choses. C'est pour ça que le programme n'arrivait plus à fonctionner, parce que c'était quasiment impossible pour les groupes de réussir. Mais plutôt que de le bonifier, ils l'ont aboli. Bien, ils voulaient le tuer. C'est pas compliqué. C'était ça le but, là. C'était ça le but, parce que c'était un programme qui avait été... On lui donnait une connotation. D'ailleurs, si on regarde dans les projections là, des partis politiques au Québec, là, le Parti québécois veut remettre ce programme-là. Accès Logis. Accès Logis, effectivement, avec des meilleurs financements puis tout ça. Mais ça veut dire que ce programme-là, c'est un programme qui était identifié Parti québiois. Alors, autant les libéraux ont quand même continué pendant longtemps à le soutenir. À le soutenir, puis tout ça, mais sans rajouter de financement, puis tout ça. Parce que ça aurait été horrible de le retirer, là. Tu sais, tu te fais accuser de quelque chose. Mais la CAQ l'a fait quand même. La CAQ l'a fait. La CAQ l'a fait, effectivement, là, puis c'est... Ça a été remplacé par quoi? C'est quoi la réalité? Qui peut m'en parler un peu aujourd'hui? Ça s'appelle Programme Habitation Abordable Québec. C'est Mais ça. c'est quoi le FAC? PHAQ. OK. FAC. Programme Habitation Abordable Québec. Alors, ils ont réussi même à mettre le mot, comme je vous dis, le mot que moi, j'essaie d'éliminer, abordable, dans la conversation du financement. OK, mais c'est quoi la différence importante entre les deux? Honnêtement, le montage financier est beaucoup plus complexe. Dans le FAC, là, on est passé du FAC 1 à la rentrée continue. Même, ça fait 2 ans que je change de programme à chaque fois, à toutes les 6-8 semaines. Comme je vous dis, c'est très, très, très compliqué. On a un groupe de ressources techniques qui s'appelle Bâtir son quartier qui travaille avec nous pour essayer de comprendre ces nouveaux programmes-là. Mais comme je vous dis, on dépose. Ils nous mettent il y a des critères faits. On essaie de répondre aux critères. Ils nous mettent beaucoup de pression. On répond aux critères, puis après ça, ils changent le programme. Là, on est en entrée continue d'un de mes projets, qui est un peu en... Fait qu'on facilite pas, là. Le mot « facilite » n'existe pas. Mais pourquoi tantôt, la députée nous disait avant, ça prenait 4 ans, là, ça en prend 2, c'est plus rapide. En fait, je vais vous dire, honnêtement, les projets qui sont en ce moment en dessous de l'aile de l'habitation communautaire Longueuil, c'est 2 projets extrêmement structurants, là, mais les 2 terrains, en fait, l'enjeu aussi, le terrain, il ne faut pas se nier, là, un des terrains a été acheté par un organisme communautaire de Montréal pour l'enlever du marché, pour permettre le temps de faire le montage financier pour faire le projet lui-même. Et l'autre projet qu'on travaille aussi sur la rue Coteau-Rouge, c'était un terrain qui appartenait au diocèse, qui avait une vocation, eux, de dire « OK, on aimerait mieux que ça reste dans le monde communautaire. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un enjeu. Je veux dire, on ne peut pas acheter un terrain privé, puis tu ne peux pas avoir du financement si tu n'as pas le terrain.
Fait que, tu sais, le cercle est toujours là. OK, peut-être Marco? Mais peut-être réagir, parce qu'ultimement, qu'un programme s'appelle FAC, Accélogis, c'est les critères. Puis moi, je ne suis pas un spécialiste du développement, mais ce que j'ai vu du projet FAC, il y avait quand même des critères qui empêchaient certains promoteurs du milieu au BNL de participer des délais très courts pour présenter. Fait qu'il y a une dynamique qui a mis de côté le milieu au BNL, si on veut, le milieu communautaire, dans cette façon de faire du FAC, qui a ouvert la porte à des acteurs du privé pour le faire, puis qui a mis de côté les spécialistes qui nous font depuis 20 ans le développement du logement social. Puis, j'en arrêterai là. Donc, c'est une forme de privatisation. Oui, effectivement, ça, on peut le dire. C'est une forme de privatisation de beaucoup des aspects du développement du logement social, c'est très clair. Puis, peut-être une autre parenthèse, c'est qu'il se dégage aussi du commentaire de Mme Dorismont un détachement qu'on voit depuis le début, un détachement, mais un éloignement dans la réalité du développement du logement social, mais aussi dans la réalité des locataires. Rappelons-nous que ce gouvernement a tardé à reconnaître la crise. Puis quand tu tardes à reconnaître la crise, tu tardes à mettre des mesures qui vont répondre aux besoins des ménages locataires. Fait que cette impression-là que les solutions sont arrivées très tard, c'est vrai. C'est juste récemment qu'on a vu des politiques puis qui sont même pas totalement adaptées. Ils ont mis un moratoire sur les évictions. C'est très bien, le moratoire sur les évictions. Mais nous, ce qu'on a vu au comité logement, nous, on parle à peu près à 4 000 ménages locataires par année, puis dont la majorité viennent de la ville de Longueuil. Puis ce qu'on a vu, c'est une ruée vers les reprises de logement, qui est une autre façon de reprendre le logement. Donc, il y a eu des solutions, mais qui n'ont pas protégé vraiment les ménages locataires. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, répondre à ça, c'est que la CAQ ne peut pas juste dire qu'il nous parle. Il faut vraiment qu'elle s'assise avec nous, puis qu'il nous parle, puis qu'il nous écoute. Parce que c'est pas ça qu'on a vu des 6 dernières années. On a vu des orientations qui sont allées à l'encontre des besoins des ménages locataires. On a vu des investissements, pensons aux baisses d'impôts, pensons aux chèques qui ont été remis. Tout cet argent-là, c'est des milliards de dollars qui auraient pu faire énormément de logements sociaux pendant qu'on traversait une crise. Là. Il y a des choix politiques qui ont été faits. Il y a des choix politiques qu'il faut déplorer aujourd'hui. Puis l'idée, c'est pas juste de leur lancer la tomate, là, mais c'est d'apprendre de ça, puis de s'orienter vers quelque chose qui est pas mal plus intéressant. Puis là, ça prend que Mme Dorismont ne fasse pas juste des discours, mais qu'elle vienne s'asseoir avec nous, qui nous parle vraiment. OK. Je vais revenir sur Longueuil. J'aimerais ça peut-être du côté de l'Office d'habitation ou Nathalie. C'est quoi la hauteur bon, on parlait d'objectifs tantôt, là, de construction puis de logement social ou abordable, mais il en manque combien de logements sociaux à Longueuil? La hauteur de la crise, là. Évidemment, c'est pire qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, mais on a-tu une idée du côté de l'Office d'habitation? Bien, c'est sûr, c'est dur à chiffrer le nombre de logements qui peut manquer, mais sur nos listes d'attente, c'est en constante croissance. C'est des milliers de personnes qui attendent un logement social. Ça, c'est des gens qui postulent pour éventuellement avoir un logement social. Des gens qui viennent à l'Office d'habitation, qui sont référés, qui disent « Moi, je veux aller habiter dans une habitation à loyer modique, un HLM. Je veux habiter dans un programme à loyer abordable. Je veux avoir un immeuble PSL, aussi le programme de subvention loyer. » Et les gens arrivent, les gens sont démunis de plus en plus. Et souvent, c'est des gens pour qui on leur dit « Parfait, mettez votre nom ici et on se reparle dans 4 ans. » Parce que ça peut être ça le délai. 4 ans? Oui, ça peut être ça le délai moyen. Ça peut être juste de 3 à 4 ans avant d'avoir accès à... Donc, ces gens-là, quand ils viennent déposer une demande, on leur dit on se reparle dans 4 ans, ils vivent ça en ce moment. Eux autres, ils sont dans un état de détresse. Ils sont dans une situation où personne ne veut être. Et ils se disent, ben moi, je fais quoi pendant ce temps-là? Je dors dans le divan d'un ami, je me retrouve à la rue, je me retrouve dans un refuge, je quitte la région. Donc, ça met de la précarité. Et, donc, il en manque des milliers, là. Ah, ben, c'est pas pour rien qu'à la ville, ils ont un objectif de construire des milliers de logements, pas juste dans le marché privé, mais des milliers de logements sociaux ou abordables, c'est parce qu'il en manque. Puis, combien de personnes aussi sont dans le marché privé en ce moment, puis n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ont des enjeux financiers, sont dans les banques alimentaires et tout ça. C'est vraiment un enjeu de précarité. Nathalie? Dans les dernières années, on a vécu à Longueuil vraiment l'inflation, les hausses des taux d'intérêt, le coût de construction qui a fait en sorte vraiment là, que les gens, la construction a baissé à Longueuil. Mais dans la dernière année, on a monté de 775 % entre 2023 et 2024. C'est vraiment une hausse spectaculaire là, de la dernière décennie. Alors, ça développe. On parlait tantôt là, des gens qui attendent. C'est 1443 personnes sur
sur la liste des 1000? ménages. 1443 ménages qui sont sur la liste d'attente de l'OHL. Mais c'est 960 jours qu'ils attendent pour avoir un logement. Puis nous, c'est pas ça qu'on veut. Alors, on met des actions. On a fait des représentations auprès du gouvernement du Québec également. Alors, le travail de notre mairesse auprès du ministère des Affaires municipales a fait en sorte que le zonage incitatif, on parlait tout à l'heure d'outils. Oui. Alors, c'est un outil maintenant qui a été donné aux villes, qui fait en sorte que sur un projet, sur un immeuble peut-être qui devait respecter 5 étages, mais on pourrait offrir aux promoteurs de faire peut-être 3, 4 étages supplémentaires et qu'il y aurait un montant qui serait versé, un fonds de promotion pour le logement à but non lucratif, alors qui serait mis. Alors, on pense là, qu'on pourrait recueillir de 5 à 10 millions avec ce zonage. Ça, c'était bien incitatif-là. accueilli du côté de la CAQ. Très, très, très bien. Alors, Catherine a fait des représentations et on voit les groupes communautaires, les associations de logement sont heureux là, de voir que ce fonds-là existera parce que ce n'était pas dans les coffres des villes. Et les coffres des villes, on parlait tout à l'heure à la pause, on a la taxe de bienvenue pour avoir des revenus, on a également les taxes, mais on n'avait pas cet outil-là qui va faire en sorte qu'un fonds là, existera là, dans l'avenir. Benoît, tu voulais relancer une question? Oui, je me demandais avec M. Pilon, qui vous développez dans la région, je me demandais si les autres villes de l'agglomération ne pouvaient pas justement aider avec la construction de maisons, de d'autres espaces pour permettre justement de donner de l'espace et donner une plus grande offre pour la ville de Longueuil. Est-ce que vous pensez qu'il y a un développement à l'extérieur qui peut se faire pour aider Longueuil? Dans l'agglomération. Excusez, tu peux juste répéter ta question. Parce que le nombre de logements, le nombre de maisons pour permettre qu'il y ait plus de logements disponibles à Longueuil, est-ce que le reste de l'agglomération peut faire quelque chose pour aider? Saint-Bruno, Saint-Bruno, tout ça, Brossard, exact. Boucherville, Saint-Lambert. Ben, c'est sûr que le processus de Longueuil, c'est un bon processus. Ils pourraient l'appliquer aussi. Je peux pas me porter garant des autres, là, mais je trouve que la ville de Longueuil, c'est une très bonne idée. Tu connais pas tellement la situation par rapport aux Les autres autres, villes. pas beaucoup. Exact. Je suis pas pas mal de résident de logements. Saint-Bruno, je Il n'y a pas vraiment de logements sociaux à Boucherville. Je pense pas. Il y en a Saint-Bruno quelques-uns. non plus. Il y en a quelques-uns. Bon, merci de me corriger. À Brassard, il y en a-tu? Des logements sociaux. Ben, en tout cas, de l'habitation Pas qu'on gère abordable. le fait De l'habitation d'habitation abordable, je sais que t'aimes pas ça Non, là, quand je c'est parle ça. d'abordable. Non, là, mais en ce moment, il n'y a pas de projet à Brossard, honnêtement. Vous avez raison que Longueuil, on est un terrain plus fertile, mais HCL, l'organisme pour lequel je travaille, on a un volet agglo. On essaie de... en fait, il y a un autre projet qui va se développer dans Vachon. Il faut vraiment aussi nommer la clientèle des personnes âgées. Je veux vous dire, on a un autre développeur qui s'appelle HPP, Habitation Paul Pratt. Madame Giraudeau travaille extrêmement fort parce que les personnes âgées sont en ce moment... En fait, quand j'ai commencé ma carrière dans ce monde-là, on s'inquiétait pas des personnes âgées, OK? Je vous le dis, là. Quand une personne âgée faisait une demande d'aide alimentaire à l'entraide, c'est parce qu'il y avait une raison, là, quelque chose qui ne marchait pas. Mais habituellement, cette clientèle-là, on était moins inquiets. En ce moment, là, c'est la clientèle qui est en train d'apparaître, même dans nos banques alimentaires. C'est rough en Moses de voir une madame de 80 ans descendre les escaliers de l'entraide, je vous le dis, là. Mon cœur fait « Quoi? » Pourquoi qu'une madame de 80 ans qui vient demander de l'aide alimentaire? Ben parce que son loyer il est rendu 1 400$, puis elle fait 1 397 par mois, là. Puis je vous le dis, là, c'est quelque chose. Là. Puis je vous dis, une femme en ce moment qui fait 22 000 par année ne peut pas être dans une RPA. Il faut qu'elle soit dans du logement social communautaire. Sur la liste de HPP en ce moment, elle a 400 noms. Elle a arrêté, Sonia, de prendre des noms parce que c'est trop dur de leur dire l'affaire du 3 ans. Même Habitation communautaire Longueuil, on a arrêté la liste des récurrents. C'était trop rough de dire on n'a rien. C'est encore plus dur pour l'intervention. Fait, je veux vous dire... L'autre chose qui devient dangereux pour moi, c'est que les gens ont l'attitude de « Ben voyons donc, je me mets plus sur les listes. » Fait que nous, ça nous donne pas de force de frappe de pouvoir dire « Hey, moi, j'ai... » Parce que c'est des données que t'as pas, là, ben non, quand les gens s'inscrivent parce que pas. les gens se découragent, j'imagine, d'attendre... Tu sais, on a toute cette notion-là. Puis faire de l'éducation auprès de notre clientèle qui sont déjà à bout, qui ont déjà toutes sortes de choses qui arrivent dans leur tête, de dire « Faut que tu ailles t'inscrire. » Ben, c'est déjà trop. Dans la troisième partie de l'émission, là, après la pause, on va parler plus des solutions, comment on envisage l'avenir, mais j'aimerais ça profiter, il nous reste peut-être un 5-6 minutes. Quand tu parles de clientèle vulnérable, tu sais, moi, je viens du mouvement syndical. Quand j'ai commencé à la CSN en 1993, un travailleur pauvre, ça n'existait pas.
La notion de pauvre, quand tu vendais ta force de travail, puis tu te levais le matin, puis tu travaillais 40 heures, ça collait pas. Un pauvre, c'était quelqu'un qui était sur l'aide sociale ou quelqu'un qui était extrêmement précaire. Aujourd'hui, on parle plus du tout de la même affaire. On a donné un vocabulaire parce qu'on a manque d'eux, mais on appelle ça des bas salariés. Je sais. Imaginez de se faire appeler des bas salariés, mais ça aussi, il faut développer des nouveaux programmes pour aider la société moyenne qu'on pensait pas avoir en aide alimentaire. En fait, comme je vous dis, c'est ça l'enjeu. On est en train de... Puis là, ils nous demandent d'être innovateurs, créateurs et tout. Ben, il y a une limite dans notre créativité de trouver de la nourriture, trouver du logement social pour la clientèle en ce moment. Tantôt, tu as parlé des rénovictions. J'aimerais ça peut-être faire un petit bout avec toi. Clientèle vulnérable, communauté culturelle, immigration, personnes âgées. Qu'est-ce qu'on fait avec les compagnies à numéros là, qui possèdent des parcs mobiliers? Tu le sais, tu en as parlé tantôt. On sait où ils sont à Longueuil. Puis il y en a, là. Souvent, moi, quand je suis à Radio-Canada, je leur dis, venez voir à Longueuil, au-delà du vieux Longueuil, comment c'est pas riche. Qu'est-ce qu'on fait avec ces compagnies délinquantes-là qui ont aucun respect puis qui te chargent 1500$ par mois? Mais je pense que la première étape, c'est qu'il faut pouvoir rejoindre les gens qui vivent ces situations-là, dont les logements viennent d'être achetés, puis commencent à vivre l'harcèlement, parce que c'est de l'harcèlement qu'ils font. Tu sais, quand ils viennent te voir plusieurs fois pour que tu quittes le logement, qu'ils disent demi-vérité pour que tu acceptes de partir pendant que supposément ils font des rénovations. Fait que tu sais, ces compagnies-là jouent dans la légalité, mais dans l'immoralité et dans l'illégalité aussi. Tu sais, il y a beaucoup de pratiques qu'ils font. Puis nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu quand même des luttes dernièrement, là, où des gens ont été capables de s'opposer à ça. Mais ça leur prend énormément d'énergie. Beaucoup de personnes vont faire le choix, mais moi, je suis plus capable de me battre. Je suis plus capable de harcèlement. Je suis plus capable de tout ça. Je préfère quitter. Donc, moi, ce que je pense que ça prend de l'accompagnement. Ça prend que le milieu les accompagne, soit proche de ces gens-là pour qu'ils fassent valoir le droit. Ça, c'est une chose. Mais ça prend une législation que quand quelqu'un veut faire quelque chose comme ça lui coûte cher de le faire, tu sais. Puis c'est ce qu'on n'a pas présentement. Dernièrement, on a vu quelques jurisprudences qui montrent que le harcèlement peut coûter de l'argent, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Puis on est dans une logique où les gens vont faire valoir leurs droits s'ils les connaissent. Pas parce qu'ils les font systématiquement. S'ils les connaissent, ils ont accès à la justice, puis ils n'ont pas accès à ça directement. Donc, ça prend de l'accompagnement, ça prend de l'accès à la justice. Ça prend, par exemple, un TAL qui est capable de répondre à plus de gens par année pour leur information. Ça prend des comités de logement qui sont là pour répondre aux gens. Ça prend des intervenantes qui accompagnent ces gens-là qui sont vulnérables pour pouvoir faire valoir leurs droits. De votre côté? Bien, on collabore quand même à l'Office beaucoup avec le comité de logement de Rive-Sud. Là. C'est des gens qu'on connaît bien. Puis je pense que, tu sais, Marco, vous êtes de plus en plus débordé de demandes de gens qui doivent connaître, qui connaissent pas leurs droits. Mais je veux qu'on parle aussi de la réalité des gens qui communiquent pas en français ou en anglais, qui est une réalité vraiment préoccupante. Parce que ça fait partie de la réalité. Parce que ça fait partie de notre clientèle et je peux dire que c'est en croissance à Longueuil, du moins au niveau des ménages à l'Office d'habitation. Et c'est peut-être quelque chose qui était pas là. Il y a des gens qui sont ici autour de la table depuis plus longtemps que moi à Longueuil, là, mais c'est vraiment une réalité et les gens ne connaissent pas leurs droits. Les gens ne savent pas où se diriger, ne savent pas remplir les formulaires. C'est beaucoup de documentation. C'est quand même complexe, là, le logement, à comprendre quand on n'est pas du pays et qu'on arrive. Et c'est ça qui cause peut-être des fois des gens qui s'arrivent dans des ménages ça n'a pas de bon sens qui restent là, mais ils savent pas qu'ils peuvent aller au TAL. Ou des gens qui savent pas qu'ils peuvent faire une demande, ou ça cause des problèmes de surpopulation parce que les gens sont coincés. C'est vrai, ça, les 3-4 familles qui vivent dans un logement. C'est vrai, et c'est vrai dans plusieurs... Tout le monde autour de la table peut en parler, là, c'est vraiment une problématique. Et quand on voit ça, c'est là qu'on se rend compte que la détresse que les gens peuvent... Mais le monde communautaire, on s'y attaque. Je vais vous dire, on a une coalition pour le droit au logement qu'on travaille, nous autres, depuis 15 ans, et on est vraiment des développeurs d'un bord, des défenseurs de droits de l'autre, et on est assis à la même table. On est en train de développer des programmes de soutien. Tu as raison, Marco, imagine, là. C'est vraiment capoté de penser que vous êtes obligé d'arrêter vos téléphones, vous autres, à un certain moment de la semaine, parce que vous n'avez pas assez de gens pour faire le soutien. Puis on devient toutes, malgré nous, même dans les organismes communautaires qui ne sont pas en logement, des experts de logement pour défendre des droits. On a des gens qui se sont trouvés avec des augmentations de 150 $, là, mais ils ont tellement peur... 150 $. 150 $. Ils ont tellement peur de perdre leur loyer. Puis, tu sais, signe pas ton bail avant d'avoir un autre bail, dépose à la table. Mais on déposait à la table, tu peux pas. C'est vraiment tout un cercle qui est un peu trop compliqué. Puis imagine que je vous dis, quand t'es pas en santé, ton moral va pas bien, tes papiers sont tous en haut du frigidaire, puis ils ont de la poussière, tes avis Qu'est-ce qu'un avis de cotisation? C'est quoi un avis? Tes impôts sont pas faits. Tout cet enjeu-là, quand ça va pas bien, ça fait qu'on est en train de rendre les gens encore
plus fragiles. On explique donc l'augmentation du nombre de gens sur la liste d'attente. Et on explique donc aussi certains politiciennes qui font le débat sur l'immigration puis qui nous disent qu'il y a une crise du logement et qui font des amalgames parfois. Puis n'oublions pas l'augmentation de l'itinérance partout au Québec. Là. Oui. C'est une conséquence directe de la crise du logement. Puis ça, c'est un coût aussi pour la société. On a longtemps parlé de problématiques de santé mentale pour expliquer l'itinérance. D'ailleurs, on va avoir une émission dans 3 semaines. Madame Fournier sera avec nous pour parler d'itinérance à Longueuil. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une cause, la crise du logement direct du phénomène d'itinérance. Ce serait 30 secondes. Oui, simplement te dire que moi, j'ai eu un appel d'un monsieur en détresse psychologique là, qui ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire dans quelques mois. Puis il perdait son logement. Il perdait son logement. Alors, la détresse psychologique chez ces gens-là met également une pression sur les CIS, sur la santé publique également. Là. Après la pause, on va parler de solutions. Puis on va recevoir Renaud Gouin-Labrosse. J'ai fait une petite pré-entrevue de 2-3 minutes avec lui. C'est un promoteur privé à Longueuil. Puis après ça, on part la discussion. Alors, on reçoit Renaud Gouin-Labrosse, qui est président des constructions Atlas à Timco, qui a bien voulu participer à notre émission dans un pré-enregistrement. Renaud, bonjour. Salut. J'aimerais ça que tu me parles rapidement de qui vous êtes. C'est quoi votre entreprise? En fait, nous, on est à Timco, puis on a une compagnie de développement immobilier totalement intégrée. Ça veut dire qu'on s'occupe nous-mêmes de notre propre construction, on fait notre gestion immobilière aussi, on fait tout le développement, on achète on fait des acquisitions de terrain, on s'associe avec des partenaires, on achète les terrains, on les développe, on les construit, on les gère, tout à l'interne, et on fait de la détention long terme d'immeubles locatifs neufs. Dans un contexte comme celui qu'on connaît, là, le contexte de crise du logement, il est partout au Canada, au Québec, on le vit à Longueuil. Comment une entreprise comme la vôtre peut justement contribuer à régler cette crise-là? En fait, nous, notre stratégie est quand même super simple. C'est qu'on essaie de cibler des sites pour faire du redéveloppement, c'est-à-dire qu'on essaie de cibler des sites qui sont sur des artères principales. Par exemple, un projet qu'on commence justement la semaine prochaine sur le chemin Chambly, on a acheté un petit strip commercial qui était désuet, tout brisé, un gros îlot d'asphalte qu'on va faire 79 logements résidentiels dessus. Fait on fait un mélange on achète du commercial des artères principales pour créer du logement et certaines fois, la ville nous demande de mettre des rez-de-chaussée commerciales aussi pour garder un peu le lot commercial. Fait que c'est l'espèce de la vision de acheter du commercial, garder du commercial au rez-de-chaussée puis construire des logements par-dessus sur des artères principales pour que ça soit attrayant pour la ville. Je pense que c'est ça notre stratégie, en fait, pour aider à résoudre la crise du logement. On n'a pas la solution à nous autres tout seuls, parce que avec les chiffres qu'on voit, ça va être long et ça va être compliqué à régler, mais bon. Oui. Et dans un contexte, quand tu donnes l'exemple de ce projet-là, est-ce qu'on parle de logements qui sont abordables? On parle-tu de logements, parce qu'il y en existe de la location à Longueuil, tout près du métro, là, par exemple, où ça te coûte 2000, 2500 pour un 4,5. On est loin du logement abordable. Est-ce que vous autres, ce que vous offrez quand même, ça reste accessible pour les gens de la classe moyenne ou encore les plus démunis? Bien, ce qu'on vise, OK, on fait pas, on n'est pas comme une OBNL, comme Utile de ce monde, etc., qui font de l'abordable avec des subventions. Nous, personne ne nous donne de l'argent, c'est complètement dans le privé, sauf que tous nos projets sont faits dans le programme APH Select. Puis on a 10 d'unités abordables de tous nos projets. Ça veut dire dans ce projet-là, il va y en avoir 8 principalement. Fait que 10 des unités qu'on construit sont abordables. À Longueuil, c'est 1090 considérés abordables. Puis nous, notre stratégie pour rendre l'accessibilité financière, pour que le prix payé pour nos logements soit le plus accessible possible pour notre clientèle, c'est d'essayer de un peu réduire la superficie des unités, mais de rendre ça plus intelligent. Fait qu'on paye des designers d'intérieur qui vont regarder chaque pied carré à l'intérieur puis savoir, OK, bien, la porte, elle ouvre de ce sens-là parce que ça fait du sens, parce qu'on va sauver, parce qu'on est capable de mettre 2 commodes alentour d'un lit queen. Puis, tu sais, chaque pied carré est vraiment pensé, réfléchi. Je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais nous, on fait ça pour que l'expérience de nos locataires soit la plus agréable possible en essayant de réduire les coûts de la construction, ce qui nous permet de réduire les loyers un petit peu. Okay. Je ne dirais pas qu'on est capable de toutes les faire à 1090, mais c'est vraiment la stratégie qu'on a trouvée pour rendre ça le plus accessible financièrement possible. OK. Renaud Gouin-Labrosse, président des constructions Atlas à Timco. Je te remercie d'avoir participé. Super intéressant. Puis on va certainement entendre parler de vous dans le contexte actuel dans les prochaines années. On te réinvitera à un moment donné pour réaborder la question. Parfait, ça va me faire plaisir. Allez, alors on retourne à notre débat à Franchement les Tourneaux sur la crise du logement. Franchement les Tourneaux sur la crise du logement avec Jacques Letourneau et ses invités au FM 103.3. Alors, on est de retour à Franchement les Tourneaux et je veux vous faire réagir parce que hors onde, je lui ai demandé que ça coûte combien un abordable? Ton 1090, c'est quoi? Quel genre de logement? Il m'a parlé d'un studio.
On m'a pas parlé d'un 4,5, là. On m'a pas parlé d'un 3,5, on m'a parlé d'un studio. Quand on entend ça, ça fait partie de la stratégie aussi de la ville de travailler à développer ce genre d'offres. Tout à fait. Alors, c'est un projet qui a passé en comité de démolition où je suis présidente. Alors, il y avait un seul logement locatif qui était au-dessus de ces immeubles-là. Et maintenant, là, on a vu le résultat là, avec le nombre de logements qu'ils vont faire. Alors, présentement, on est à revitaliser également des espaces commerciaux. Il y a eu la consultation des cœurs de quartier qui a été fait avec l'Office de participation publique de Longueuil. Ils sont en rédaction du rapport final. Mais on a demandé à la population aussi ce qu'ils voulaient. Ils parlaient des locaux commerciaux qui sont en bas de ces logement-là, c'est vraiment important pour nous. Alors, on veut créer du logement, mais on veut le créer à l'image de ce que les gens veulent également là, dans leur quartier. On veut réduire les délais. On avait des démolitions sauvages aussi qui ont été faites avant 2021 là, dans les quartiers où est-ce qu'on voyait plein de triplex. On avait été interpellés là-dessus. On a créé le comité de démolition. On avait à ce moment-là comme 300 démolitions par année. Maintenant, on en a entre 60 et 90. Mais on fait de la densification douce et efficace là, dans l'ensemble du territoire. Là. Quand on aborde la question sous l'angle de la socialisation de l'offre, ce qu'on vient d'entendre, on n'est pas là quand même. Hein? Non, mais tu sais, je pense qu'on se l'est dit tantôt. Il n'y a personne ici qui pense que le logement va être 100% socialisé dans les prochaines années. Fait qu'il va y avoir de la construction. Moi, je pense que c'est important, c'est de toujours garder en tête. On l'a mentionné. Un studio à 1080, là, c'est pas abordable. Fait que là, tu fais juste imaginer les 2,5. C'est pas abordable, ça, pour toi, là. Mais il y a peut-être 5-6 ans de ça. Là, c'était prof de cégep, là. Il y a 5-6 ans de ça, là, c'était le coût d'un 5,5. Il faut à Longueuil. Là, fait que, puis les loyers ou les revenus des gens n'ont pas augmenté à cette vitesse-là dans les 5-6 dernières années. Il faut se rappeler de ça. Donc, il va y avoir du développement de logements privés, c'est sûr. Mais il faut qu'on garde en tête que ça ne répondra jamais aux besoins d'une certaine population. Le logement privé, même en dehors d'une crise, ça ne répondait pas aux besoins de tout le monde. Ça prenait déjà des HLM, ça prenait déjà des OBNL, des coopératives d'habitation. Puis aujourd'hui, encore plus. Donc, oui, ces initiatives-là, mais ça nous prend aussi des initiatives de logements sociaux qui sont tout aussi centrales que ce qu'on parle maintenant, là. Parce que si tout ce que tu fais, c'est que tu fais du logement social, mais que ces gens-là sont loin des épiceries, loin des écoles, loin des transports en commun, mais t'es pas très gagnant. Tu crées des... pas le ghetto, mais tu éloignes les gens des services. Les gens sont jugés sur leurs revenus. Les gens sont jugés sur leur classe sociale. Tu as le droit d'habiter tel quartier parce que tu es d'une classe sociale. Puis ça, nous, au comité logement, on a des locataires qui s'impliquent. C'est ça qu'ils nous disent. Moi, je me rappelle, il y avait une locataire qui me disait, on dirait que j'ai pas le droit d'habiter dans le quartier où j'ai grandi parce que je suis pauvre. Rappelons-nous de ça aussi. Incroyable, quand même. Mais des services de proximité, comme ce projet-là va apporter, va permettre à peut-être un autre projet de logement social de venir s'installer là. Puis là, il va avoir une caisse, il va avoir une pharmacie, il va avoir un petit dépanneur. Oui, parce qu'il va y avoir des commerces. Parce là, que c'est ça aussi, tu as raison. Ce qui nous inquiétait beaucoup, c'est qu'ils nous offraient des terrains sur le R100. Là. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le R100, c'est à l'autre bout du monde. Mais c'est ça, le truc en ce moment. Puis je pense que la municipalité a vraiment compris. Il faut densifier les quartiers actuels, mettre des services de proximité au rez-de-chaussée, faire des appartements en haut. Puis là, construire du logement social aussi à travers tout ça. L'Office d'habitation? Oui, bien, je voudrais juste réagir que c'est bien de construire, puis M. Pilon en parlait tantôt, il y a l'humain derrière, c'est de construire quel genre de milieu qu'on veut construire pour les gens? Veux-tu construire des milieux juste pour construire des milieux, ou on veut construire des milieux de vie de qualité où les gens, tu sais, les immeubles vont bien vieillir, les gens vont être bien, il va y avoir des salles communautaires, les gens vont pouvoir socialiser. C'est un peu ça. Puis à l'Office d'habitation, puis avec Résidage aussi, on travaille sur le projet de Mission Unité Aînée. Puis c'est un peu ça, Mission Unité Aînée, c'est d'avoir un bâtiment de qualité construit rapidement, mais bien, près des services, dans un pôle de développement identifié avec la ville. Donc, de vraiment penser à comment on veut faire du développement immobilier. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir. Puis, c'est un projet quand même intéressant, mais c'est un projet qui a vu le jour parce qu'il y a une initiative philanthropique ou même de M. Luc Maurice, fondateur du groupe Maurice. Sans cette initiative-là, je ne suis pas sûr qu'un tel projet aurait vu le jour, puis il a brassé beaucoup de choses parce qu'il y avait un immobilisme quand même à ce moment-là, puis il est arrivé avec ce projet-là, puis c'est sûr qu'on saute dessus parce que c'est intéressant, puis ça a un capital politique, mais
je pense qu'il faut vraiment revoir notre façon de faire du développement. Puis toutes les avenues sont bonnes. Je pense qu'il en manque tellement qu'il faut penser autrement, mais il faut vraiment réfléchir à cette construction-là. Ce que tu soulèves là, c'est intéressant parce qu'évidemment, pour développer, ça prend des sous. On ne se compte pas d'histoire. On ne bâtira pas ça sans capital. En même temps, l'idée, c'est de socialiser un peu davantage ou de convaincre effectivement des entrepreneurs qu'on peut aller dans un sens de socialisation de l'offre de logement tout en faisant de l'argent parce que c'est une économie de marché. Faisons la distinction entre développement et exploitation aussi parce que le développement, les constructeurs privés, ça a toujours été dans le milieu du logement social. Il n'y a pas des gros si de c'est pas vous autres qui bâtissez. Non, c'est ça, on faisait affaire. Fait que, après ça, c'est l'exploitation. Résidage, l'avantage, puis avec ça, avec le groupe Maurice, que oui, c'est du développement qui est fait par du privé, mais après ça va être géré par la communauté. Puis là, c'est intéressant. Là, c'est structurant, par exemple. Je vais revenir à Solide, parce que Solide, c'est une initiative extrêmement originale, n'est-ce pas? Oui. Qui a été lancée par François Giguère. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner, François, qui est un militant de longue date, qui est un ami personnel, même que j'ai connu à l'époque du mouvement étudiant. Ça me rajeunit pas, mais bon, que voulez-vous? Hein? Tu sais, dans les années 80, on a fait les mêmes grèves, les mêmes luttes. Et François, c'est un bâtisseur. Moi, je disais qu'au sein de la gauche, en général, c'était le gars qui avait compris comment fonctionnait le capitalisme. Hein? C'est quelqu'un qui était capable, comme Léopold Beaulieu, à Fonds d'Action, de donner du sens à l'argent. Dire, je prends du capital, je fais du judo avec, puis je développe. Effectivement. Mais tu disais tantôt dans ton introduction que vous développez moins parce que ça coûte plus cher, parce qu'il y a des augmentations de taxes, parce que c'est plus compliqué. J'aimerais ça revenir là-dessus. Bon, je pourrais donner un portrait, OK? Dans les 5-10 dernières années, Solide a beaucoup développé en allant chercher de l'argent sur l'équité de ces immeubles qu'il y avait. Là. Mm-hmm. On est allé au maximum de nos capacités à ce moment-là. Et on a pu faire des bons achats, pu faire des bons développements, puis tout ça. Tu parles d'équité, de la valeur de ta bâtisse de nos immeubles, te permet... tout ça. Et on l'a fait tout ça sans aucune aide financière des gouvernements. C'est important de le mentionner, ça. Il n'y avait pas d'accès à de l'aide financière. Il n'y en a pas. Le logement social, les entreprises ont été obligées de fonctionner avec les mêmes règles que dans le domaine privé, mais on n'a pas les mêmes contraintes. Le privé peut augmenter ses loyers, il y a une notion de rentabilité, d'argent, puis tout ça. Alors que dans le social, on essaie, nous autres, de plus en plus, de maintenir les loyers le plus bas possible. Alors, quand il nous arrive des crises comme celle qu'on vient de traverser, où il y a eu des augmentations de taxes, qui sont justifiées, là, on le comprend, mais ce qui nous fait le plus mal là-dedans encore, c'est la spéculation. La spéculation qui ne devrait pas toucher les immeubles en logement social. S'il y avait une cote des droits qui soient accordés aux immeubles à logements sociaux où on ne tient pas compte de la spéculation qu'il y a partout dans l'immobilier, mais qu'on leur donne une évaluation qui... D'ailleurs, l'évaluation de tous les immeubles à logement, tant qu'à nous, devrait être faite sur l'argent qui rentre. OK? Les loyers que tous les propriétaires retirent, autant les organismes sans but lucratif que dans le privé, si c'était ça qui était fait, bien, c'est sûr que le logement social, on serait moins évalué que les autres, d'où on pourrait s'en sortir mieux. C'est comme si c'est comme si vous étiez dans le marché privé, en fait. Vous êtes évalué comme n'importe quel. La seule chose qu'on n'a pas du privé, c'est qu'on n'a pas le droit de faire d'argent, nous autres. Ah oui. C'est la seule différence. Mais toutes les règles sont les mêmes. Ce qui est injuste. Ça coûte combien un 4,5, un 5,5 quand on trouve un logement chez Solide? Un 4,5, 5,5, je te dirais, aujourd'hui, on roule autour de 900 000. Quand même? 1100. Quand même. Mais c'est moins cher que le studio. C'est moins cher que les comparables qui sont à 1004, 1005. Oui. Marie-Claire, rapidement. Puis l'autre chose qui nous arrive, c'est que vous savez, 50 abordable, 50 axiologie, on le comprend tout, mais les gens qui vivent dans le 50 abordable maintenant ne quittent plus. Ça aussi, c'est un enjeu. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, ils sont pas pour aller dans le privé, se louer un appartement qui paye 985 $ dans nos unités à nous par mois. Pourquoi qu'ils vont même s'acheter une maison? C'est ça. Comprenez-vous que, je vous le dis, là, mon domino, là, il est toujours bloqué. Puis j'ai du monde qui vit dans Thérèse-Mousseau depuis 10 ans, là, que le monsieur, il a tout fait ses études, puis là, il est rendu ingénieur, mais
Il fait un bon salaire, là. Il veut pas partir? Ben, pourquoi qu'il partirait? Il va partir de 985 à 2200. Oui, puis la question, c'est qui va construire l'intermédiaire? Puis les C'est- nouvelles maisons, on les c'est fait ça. où à Longueuil? C'est Si ça que je quelqu'un vous dis. On les fait un nouveau quartier? On les fait où? Nathalie, j'aimerais ça te relancer. Tu sais, quand on connaît Longueuil, tantôt, le promoteur disait il y a des grands artères comme le chemin Chambly. Là. Tu sais, on roule sur Chambly, on le voit dans notre tête. Là. On va manger une poutine chez Alpha. Il y en a-tu du centre d'achat? Puis il y en a-tu des trucs qui sont fermés, à moitié, délabrés? Moi, j'ai travaillé à l'hôpital Charlemagne pendant des années. Tu sais, mettons qu'il y a beaucoup de commerces qui sont plus habités. Tout ça, ça fait-tu partie de la stratégie? Il y a du terrain, il y a bien de l'asphalte. Ça fait-tu partie de la stratégie de la ville de développer ça? Tout à fait. Alors, il faut penser... Mais moi, j'invite tout le monde à lire la stratégie d'habitation qu'on a lancée en 2023. Alors, ce qu'on a fait également avec l'OPPL, les cœurs de quartier, la dévitalisation présentement des artères commerciales, les centres d'achat là, sont dans un endroit névralgique. Là. Qu'on pense à Saint-Hubert, au complexe Cousineau. Là, Boulevard Tachereau. Exactement. Nous, on pense à qu'est-ce qu'on peut faire avec ces espaces-là, comment on peut les revitaliser, comment ne pas avoir de désert alimentaire dans certains secteurs, avoir des écoles à proximité, parce que lorsqu'on parle qu'une famille, ou des immigrants, des réfugiés qui arrivent, on a des projets sociaux également là, dans l'habitation. On a le projet de l'envol avec les filles mères qui a vu le jour. On a le projet également de la maison des aveugles qui a été fait dans la Flèche il y a 2 ans. Et on a des beaux projets comme celui de la Maison internationale Rive-Sud pour les réfugiés et les immigrants là, qui vont être sur le chemin Chambly, coin Benoît. Alors, c'est 30 logements qui pourraient accueillir des réfugiés, mais qui pourraient accueillir de manière temporaire également des gens, qui vont faire en sorte là, que ces gens-là vont aller par la suite là, domino alors, dans d'autres logements abordables. Dans l'entrevue, Mme Dorismont donnée à Benoît, elle parle de la bureaucratie, des paliers. Bon, on sait qu'au Québec, il y a quand même une particularité, hein, l'argent. On peut pas partir de Longueuil sans aller à Ottawa chercher de l'argent. Hein. Si t'es maire de Calgary, Edmonton ou Toronto, tu peux aller direct à Ottawa, rencontrer le ministre puis dire « OK, on a un projet de développement ». Ici, à cause des particularités du Québec, puis on les partage évidemment sur la question de l'autonomie, la souveraineté du Québec, on passe par Québec. Mais j'aimerais ça vous entendre quand même aux différents paliers. C'est-tu trop lourd? C'est-tu trop compliqué? Ça prend-tu trop de temps réel? Moi, j'ai demandé à quelqu'un, puis il m'est jamais venu avec une réponse, puis c'était un député du fédéral, justement, à savoir le temps que ça a pris avant de régler là, les choses, les transferts entre Ottawa et Québec, OK, puis qu'on était en pleine inflation, puis tout ça. Combien ça coûte de plus cher? Ah oui? Parce que, tu sais, dans un an, là, si tes prix augmentent de 20 là, mais si tu avais commencé un an avant, oui. les coûts seraient moins chers, mais tu reçois exactement le même montant. Il n'est pas indexé, ce montant-là. Là. Alors, ça, c'est... Alors, la réponse, c'est oui, c'est trop long. La réponse, c'est oui, mais c'est que le fédéral, c'est tout le temps plus à retarder, parce que pendant ce temps-là, eux autres, ils gardent cet argent-là, puis ils ne le déboursent pas au Québec. Hein? Puis ils se font voir, puis tout ça. Parce que les guéguerres qui existent, OK, c'est que je vais avoir mon portrait, ça pancarte en avant, développé par. Tu sais, c'est politique. C'est politique. Là. Oui, ça, c'est ces sûr. gens-là, c'est pas des organismes sociaux. Là. Oui, tout à fait, Marco. Puis peut-être donner un exemple de cette dynamique, qu'est-ce qu'elle peut avoir concrètement. À Châteauguay, il y a déjà 6 ans de ça, il y a un immeuble qui était passé au feu de l'Office d'habitation de Châteauguay à l'époque. Puis il y a 2 ans de ça, nous, on a fait une occupation de terrain pour exiger que les différents paliers de gouvernement s'entendent pour que quelque chose arrive. Tu sais, on est en pleine crise du logement, on perd le les social. HLM, c'est ça. Aujourd'hui, le terrain est encore vide. Aucune pelletée de terre. Ça fait 2 ans, là. 2 ans, puis ça faisait déjà 4 ans à l'époque. Tu sais, donc, ça fait 6 ans. Tu sais, puis ça, nous, ce qu'on comprend, là, c'est que c'est des guéguerres entre fédéral et provincial qui font en sorte que ça lève pas. Fait que, tu sais, moi, j'avoue que je connais pas les délais, mais ce que je vois sur le terrain, c'est qu'on perd des logements, puis qu'on n'est pas capable de s'entendre, puis il y a du monde qui reste sans logement social. Tu sais. Oui, tout à fait. Oui, Nathalie? Bien, moi, je renchérirais également. Le Parti libéral avait sa plateforme au niveau du logement. Là, on a la particularité qu'à Longueuil, ce seront 3 libéraux là, qui ont été élus lors des élections de lundi. Mais il va falloir s'asseoir avec eux pour la réalisation de ces projets-là. Leur créer la Maison Canada, bien, ils l'ont mis dans leur plateforme. Il y en a un qu'il faut rencontrer, mais bonne chance. Là. Il n'est pas facile à rencontrer. On l'a invité souvent au 103.3. Puis, bon. Mais ça, même depuis qu'il est élu,
il va venir vous rencontrer. Mais tu sais, ils veulent réduire la paperasse et faciliter la construction, mais il va falloir qu'ils mettent des actions là-dessus aussi. Oui, là. tout à fait. Oui, c'est intéressant aussi de parler que je pense qu'il faut changer le paradigme que le logement social, c'est pas payant. C'est payant collectivement sur le long terme, le logement social, parce qu'il y a un coût en ce moment. Est-ce que quelqu'un peut me chiffrer c'est quoi le coût de la crise du logement en ce moment, le coût de l'itinérance? Ça serait intéressant parce qu'il y a un coût social énorme en ce moment à ça. Et le logement social, à terme, finit par être rentable, je vais le dire ainsi, là, mais finit par payer, finit par être par avoir des dividendes dans la société pour tout le monde. Puis ça, je pense qu'on est rendu à ce niveau-là où il faut accélérer le développement, mais vraiment changer le paradigme puis dire que on a souvent vu le logement social au Québec comme on le sait, là, des quartiers où on met des logements sociaux, puis on en fait un petit 5%, puis rester là. Il faut vraiment changer ça. Avec la crise qu'on connaît actuellement, il y a différentes personnes, même de la classe moyenne, qui vont se ramasser rapidement dans des logements abordables. Tu as raison, Nicolas. Nous, on le voit, là, on a un projet qui s'en vient, là, 175 unités au coin des Aulniers et Lafayette. Ben, les gens qui appliquent, là, c'est des bas salariés, que j'appelle, là. On n'avait jamais vu ça avant. Là. Fait que vraiment, c'est une situation... mais ce qui est intéressant... Quand je disais tantôt bas salarié, pauvreté, là... C'est ça qui est nouveau, là. Comme je vous dis, en aide alimentaire, on est en ce moment, d'entraide, on est vide, là. Hey, moi, habituellement, on t'a fait jusqu'en fin octobre, début novembre, avant la prochaine guinéolée. En ce moment, je fais 70 familles par semaine dans un quartier, là. Il y en a du quartier dans l'agglo, là. C'est sérieux, là. Puis je vais vous dire, les moissons ont de la difficulté à aller chercher les denrées. Puis il y a toutes sortes de programmes. Puis j'ai compris les commerçants de rendre ça plus fructueux pour eux. Mais il n'y a plus de dépassement. Il n'y a plus de 1000 tomates qui arrivent, là, parce qu'ils sont toutes calculées. Il y a des programmes même dans les infrastructures privées qui font qu'on n'a plus ces aliments-là, qu'on peut plus... Hey, le cercle commence à être vraiment, vraiment inquiétant. Réal, tu voulais réagir à ça? Oui, je voulais dire qu'il y a une des... Comment je pourrais... légende urbaine, je vais l'appeler de même pour être gentil, OK, qui dit que la classe moyenne puis les classes supérieures puis tout, là, tu sais, souvent, on entend ça, OK, c'est nous autres qui payent pour eux autres. Ils payent pas de taxes, eux autres. Ils payent pas... C'est pas vrai. Les taxes municipales dans des immeubles à logement sont payés par qui? Le propriétaire fait le chèque à la ville, mais c'est les locataires qui le payent, ces taxes-là. C'est pas le propriétaire, lui, à chaque fois qu'il y a une augmentation de taxes, il refile aux locataires, puis il en rajoute un petit peu. Faire un petit bonus de plus. Ça a toujours été comme ça. Mais on fait... Les locataires ne savent pas qu'ils payent des taxes. Parce qu'on ne leur dit pas. Ils ne sont pas au courant de leurs droits. Ils ne sont pas au courant de leur dimension dans la société. Puis, chose triste aussi, ils votent pas assez. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Un jour, on se posera la question dans un autre débat. J'aimerais profiter de la présence de Nathalie, peut-être nous reste 3-4 minutes, pour revenir sur cette idée-là qu'à Longueuil, on va aller plus dans le sens de la densification que de l'étalement, ce qui est une bonne nouvelle en soi. On sait que l'étalement est un problème. Il y a quand même une bataille qui a été menée par Catherine Fournier auprès de Québec. Québec a accepté justement de permettre de construire plus haut. Comment ça s'est reçu par les promoteurs privés? C'est bien reçu parce que eux, de faire plus d'étages fait en sorte que c'est plus facile là, sur leur coût de construction. Alors, c'est bien accueilli dans nos comités villes promoteurs là, qu'on a instaurés. On a rencontré là, une trentaine de promoteurs petits et gros là, au cours des dernières années. On a retravaillé également la refonte réglementaire de la ville de Longueuil. Là. Alors, tous les outils, puis je suis contente de voir que les intervenants ici là, saluent le travail de la ville de Longueuil et de notre équipe là, pour l'amélioration de la condition du logement dans la ville de Longueuil, parce que oui, c'est vrai qu'on met des efforts et je suis vraiment très, très fière d'avoir ce dossier-là et de pouvoir parler avec ces intervenants-là. Marco était à l'Hôtel de Ville avec moi lundi. Marie-Claire, on se croise également dans des événements. J'étais aux événements de Solide. On parle avec Utile, on parle avec Achat. Ce sont tous des gens du terrain et on a besoin d'avoir leur pouls pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je suis quelqu'un de proximité, alors des discussions, je vais en avoir avec tout le monde, là. Oui, tout à fait. Puis tu l'as mentionné toi tantôt, Guillaume, même en représentant les intérêts plus privés, qu'il y a un dialogue avec la ville de Longueuil. Je pense que ça commence là, quelque part. Si on veut être capable de régler une problématique qui est aussi complexe qu'on ne réglera pas sur un coin de table en claquant des doigts, on a besoin d'avoir un dialogue, une discussion, une conversation, comme on dit aujourd'hui, c'est à la mode. Mais bref, qu'on se parle des vraies affaires. Puis après ça, évidemment, parfois on ne s'entend pas. Ça se peut qu'on ait des vues divergentes, mais il faut être capable de trouver des convergences pour
la régler parce que sinon, ça va continuer à mal aller. Là. Si on ne règle pas ça, on le disait tantôt hors onde, c'est nos enfants puis nos petits-enfants qui seront plus capables de trouver un toit. Oui, Je Nathalie? rajouterais, on parlait de la pression sur les autres domaines, que ce soit les banques alimentaires, mais également les policiers, nos policiers réseau qui sont sur le terrain. Tu vas en parler avec Catherine lors d'une prochaine rencontre, mais nos policiers réseau qui sont sur le terrain, la détresse psychologique, les CIS, la santé publique. Alors, on doit tous être solidaires. L'investissement sur le plan social, il reste 2 minutes rapidement. Je voulais juste dire, des gens, quand Mme McLeod, vous parliez, des gens, on veut des gens en santé, des gens qui contribuent à la société, puis c'est tellement important, tu sais, d'avoir des gens qui, quand on est dans un logement, qu'on a un toit sur la tête, qu'on est bien, qu'on vit bien, ben on peut contribuer, on peut peut-être faire du bénévolat, on peut s'impliquer, peut-être être on a beaucoup de gens dans nos habitations qui sont des travailleurs actifs qui contribuent à la société. Donc, il faut enlever cette étiquette-là, puis il faut en faire des gens qui vont avoir le goût de redonner, qui vont avoir le goût de s'impliquer, de socialiser. Puis ça, je pense que ça peut régler beaucoup de problématiques, là, notamment liées à la santé mentale, l'isolement, etc. Tout à fait. Nathalie Delisle, merci beaucoup. Conseillère municipale, arrondissement Saint-Hubert, ville de Longueuil. Marie-Claire McLeod, merci infiniment d'avoir participé. Présidente du conseil d'administration d'habitation communautaire Longueuil, notamment. Hein? Marco, Monzon. Marco, excuse-moi. Comité logement Rive-Sud, merci infiniment. On va te réinviter bientôt parce que crise du logement, c'est pas fini, là. On va être encore confronté à ça dans les prochaines semaines. Guillaume Pilon, merci beaucoup. Ah, tu veux dire vite un mot? Je fais ça rapidement pour avoir coopéré avec sur certains dossiers, tous les organismes de Longueuil. Je vous dis merci. Puis je pense que vous n'avez pas assez de support parce que vous êtes incroyable. Je sais que votre réalité au quotidien, je veux pas dire invivable, mais je sais pas comment vous faites. Merci Guillaume. Guillaume Pilon, Réal Bray, solide. Merci infiniment. Et je l'ai oublié tantôt, puis là, je vais finir avec lui, Nicolas Tremblay, conseiller planification stratégique, Office d'habitation de Longueuil. Merci infiniment. C'est déjà tout. Merci à mon ami Normand. Merci à toi, Jacques. Benoît Normand. Oui, on change les noms, mais c'est pas grave. Je vous laisse en bonne compagnie avec Jean-Yves Lemay. La semaine prochaine, formule franchement les tournois habituels.